Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture de août. Quel livre j'ai lu pendant ce mois d'août? J'ai lu 4 livres et j'en suis plutôt contente parce que c'est plutôt rentable. Je crois que c'est un des meilleurs mois depuis que j'ai repris le boulot. Donc, je suis ravie. Et on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu en ce mois d'août, c'est Six of Crows, le tome 1. Le tome 1 qui n'a pas de nom, c'est juste Six of Crows. Et donc c'est de Laïs Bardugo et là je l'ai dans l'édition livre de poche. Dans cette histoire, on est dans le même univers que Grisha, donc avec cet univers russe et avec de la magie et des êtres qui sont capables de faire de la magie, les Grisha. On suit un groupe de 6 personnes qui ont pour mission de braquer un endroit impossible à braquer. C'est un peu une mission suicide en fait, et sauf que de cette mission dépend complètement leur avenir. Ce livre-là, je l'ai bien aimé. J'ai aimé retrouver l'univers de Grisha, parce que c'est un univers, moi personnellement, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a une vraie originalité. Par contre, il y a beaucoup moins de magie dans ce tome-là. Et je trouve ça très dommage. Le livre se découpe en 2 parties. La première partie qui est plutôt lente, qui m'a paru assez longue et assez peu intéressante, où en fait le braquage se prépare quoi en fait. Et j'ai trouvé ça très dommage que ça prenne tant de temps que ça à se mettre en place parce que ça aurait pu aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus dynamique. Et cette première partie ne m'a pas vraiment passionnée. Et par contre, la deuxième partie où c'est vraiment le braquage est beaucoup plus dynamique, il se passe beaucoup plus de choses, voilà, c'est beaucoup plus intéressant, ça déroule. Ce qui a fait que ce mélange d'une première partie assez bof et qu'une deuxième partie plus dynamique que j'ai plus appréciée font que finalement j'ai apprécié ma lecture, mais sans plus. D'autant plus que je trouve que les personnages sont particulièrement jeunes. Trop jeunes. En fait, j'ai pas trouvé que leur maturité et que leur façon de penser était cohérente avec leur âge. Parce que par exemple, on a un personnage qui a 13 ans, une autre qui a 16 ans, et puis le plus vieux, il a 18 ans, quoi. Donc, pour moi, j'aurais aimé les voir plus vieux, comme dans la série Grisha de Netflix, où là on a notamment des personnages qui sont dans la trentaine et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus cohérent, ou même je pense que le plus jeune personnage qu'on voit dans la série doit avoir 18 ans, je pense, 18-19 ans. Et là, ils sont beaucoup trop jeunes en fait, j'ai trouvé que du coup ça faisait moins réaliste. Autant pour Grisha, j'ai préféré les livres, autant pour Six of Crows, pour l'instant, je préfère la série. Donc à voir quand j'aurai lu le tome 2, évidemment. Donc ça a été une bonne lecture. Sans plus, je lirai la suite pour avoir le fin mot de l'histoire et pouvoir après enchaîner sur les autres livres de l'univers du Grishaverse, notamment King of Scars. Et puis on verra bien, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être une aussi bonne lecture que Grisha par exemple, et c'est pourquoi aussi je ne t'ai pas fait de vlog sur cette lecture. Ensuite, j'ai lu une histoire de chevaux et d'hommes de Maj Lund aux éditions Les Presses de la Cité. C'est un contemporain et dans ce roman, on suit trois temporalités. Une première au 19e siècle avec la découverte des chevaux de Przewalski. Une deuxième plus contemporaine qui se passe à la fin du 20e siècle, presque au 21e siècle, où c'est la réintroduction des chevaux de Przewalski qui avaient disparu de leur état naturel et qui n'existaient qu'en captivité. Donc là, on suit leur réintroduction dans leur état naturel en Mongolie. Et ensuite, dans le futur, à la fin cette fois du 21e siècle, où là on suit, en gros il y a eu le changement climatique et c'est un peu la fin de l'humanité, il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus rien à manger, c'est la grosse merde. Et donc on suit aussi une personne qui essaie de préserver quand même ces chevaux-là. Ce livre joue beaucoup
en tout cas au début, la carte de l'écologie. Dans la première temporalité, en tout cas, on voit vraiment comment l'être humain, comment l'humain a choisi par manque de savoir, par naïveté, par appât du gain, de capturer des chevaux, de faire un massacre. Très clairement, c'est ce qui s'est passé parce qu'ils ne savaient pas s'occuper de ces chevaux et donc quand il les capturaient, ils en capturaient beaucoup parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir beaucoup de pertes aussi pendant le chemin jusqu'au zoo. Parce qu'ils ne savaient pas s'en occuper, parce que les conditions de détention étaient absolument pas correctes, etc. etc. Et donc, c'est vraiment horrible de voir ça. Et heureusement, maintenant en Europe, dans les zoos, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Quand on arrive à la fin du XXe siècle, à la réintroduction, on voit vraiment comment des êtres humains, en prenant conscience du cataclysme qui arrive, ont choisi de faire quelque chose et d'agir pour ces chevaux-là. Et à la fin du XXIe siècle, donc dans le futur, on voit comment l'homme n'a pas du tout réussi à sauver sa planète. Il s'est même mis, lui, en position d'extinction, hein, on peut le dire, que c'est extrêmement difficile de survivre dans ce monde-là et qu'il y a 2 derniers chevaux de Przewalski qui survivent et que c'est les derniers représentants de son espèce et que l'homme a complètement foiré son existence, quoi. Et donc je trouve que ce message écologique, on le ressent bien au début du tome, on va dire jusqu'au premier tiers, on a vraiment l'impression de ça. Et puis petit à petit, on ne s'attarde plus sur les chevaux, on ne s'attarde plus sur l'écologie. Une fois que le décor est mis en place, eh ben on n'en parle plus. Et on se contente de suivre les êtres humains. Et j'ai trouvé ça très dommage. Parce qu'au final, ce livre-là se concentre énormément sur l'histoire des êtres humains, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils rencontrent, etc., etc. Et au final, le message écologique, la portée écologique et le fait que ça s'appelle une histoire de chevaux et d'hommes, au final, on aurait pu s'appeler une histoire d'hommes et puis ça aurait très bien fonctionné parce que au final, les chevaux sont en arrière-plan. Une fois qu'on a expliqué, qu'on a mis les bases, on s'y intéresse plus trop, etc. Et j'ai trouvé ça très très dommage, très honnêtement. L'auteur aurait pu, l'autrice aurait pu aller plus loin que ça, aurait pu être encore plus engagée dans son message. J'attendais beaucoup de ce livre-là, très honnêtement. Et au final, je suis quand même un peu déçue, même si c'était une bonne lecture. Enfin, une bonne lecture. Un bon moment de lecture. Je ne me suis pas non plus spécialement ennuyée. Par contre, voilà, j'ai trouvé que le message écologique, du coup, se perdait un peu. Et que aussi, j'ai trouvé qu'on s'attachait assez peu aux personnages. Je pense que ça peut être un livre intéressant pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire du cheval de Przewalski, qui ont envie d'un roman écologique assez contemporain aussi. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment de lecture sans plus. Donc voilà, si vous tente, après lancez-vous, hein, bien évidemment, ce n'est que mon ressenti personnel, ça peut totalement changer avec quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai lu L'Ascension de Camelot, livre 1, qui est La Duperie de Guenièvre, aux éditions de Saxus et écrit par Kristen White. Alors, ce roman-là a fait assez parler de lui pour les corrections éditoriales qui sont toujours présentes à l'intérieur du livre. Et effectivement, c'est un petit peu problématique. Dans le sens où, en tout cas au début du roman, avant qu'on arrive à bien rentrer dans l'univers, découvrir les personnages et tout, toute cette phase-là, et ben, ça nous sort vraiment de l'histoire. Ces fautes éditoriales-là, il y a des mots qui ne devraient pas être là, il y a des notes, il y a une note vers le milieu du roman de correction qui est encore toujours dans le texte et du coup, en tout cas au début, ça nous sort vraiment du roman, ça fait une coupure dans l'imprégnation dans le roman. C'est très dommage et clairement c'est un manque de travail
Donc voilà, après la maison d'édition a communiqué là-dessus, etc. Je vais pas en parler plus que ça, il y a suffisamment eu de polémiques à ce sujet-là pour De Sexus et sur ce livre-là. Je peux en rajouter, mais seulement, il faut garder ça en tête quand on le lit. Et moi, ça ne m'a absolument pas dérangée après pour apprécier l'histoire et apprécier les personnages. C'est donc la réécriture, une réécriture de la légende arthurienne qui qui s'attache vraiment à parler du personnage de Guenièvre. Et Guenièvre, dans cette histoire-là, c'est pas la vraie Guenièvre. La vraie Guenièvre, elle est morte et elle a pris sa place. On le sait dès le début, hein, pas de souci. Et elle a des pouvoirs magiques et elle est là pour sauver Arthur d'un mystérieux danger. J'ai beaucoup aimé l'histoire, la réécriture est vraiment très sympa. Guenièvre a enfin une place vraiment importante et une place qui personnellement me fait énormément de bien à voir dans une légende arthurienne, parce que d'habitude Guenièvre c'est un peu la potiche ultra chrétienne, un peu chiante et qui fait un peu la morale ou qui sert pas à grand chose et qui fout la merde entre Arthur et Lancelot, etc. Et là pas du tout, c'est vraiment une femme, une jeune femme qui a envie d'être utile, qui est utile et qui a pas envie de ne servir à rien et de rester au château. Elle a envie de se battre, elle a envie de sauver Arthur et c'est vraiment hyper bien fait. Et j'ai adoré le caractère de Guenièvre parce que elle fait des erreurs et elle doute elle aussi. Et ça vraiment j'apprécie de plus en plus de voir des héros avec des doutes, qui font des erreurs avec des défauts. Et c'est juste trop bien et j'ai adoré. Et l'autrice a vraiment pris des partis pris géniaux, j'ai trouvé, dans sa réécriture, parce que par exemple, Lancelot, juste Lancelot, sans vous en dire plus, parce que il y a un changement par rapport à Lancelot qui est vraiment génial. J'ai adoré ce personnage de Lancelot, je l'adore. Et il y a aussi de la représentativité avec un couple homosexuel et j'ai trouvé ça génial aussi, c'était trop bien, ça a apporté vraiment une touche d'originalité et en même temps, oui, ça fonctionne à fond, c'est génial, elle a su garder les références à la légende arthurienne et à des couples de la légende arthurienne, etc. Et ça fonctionne parce que ça peut être une interprétation tout à fait possible et j'ai trouvé ça génial et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages et clairement je lirai le tome 2 s'il sort, et s'il ne sort pas je le lirai en anglais parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis très curieuse de voir la suite de l'histoire, de voir comment les personnages vont évoluer, etc. Parce que pour moi, malgré l'erreur éditoriale qu'il y a eu derrière, c'était une superbe lecture, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu très vite. Donc s'il vous tente, lancez-vous quand même. Peut-être que les coquilles, etc. qu'il y a dans le livre vous sortiront un peu de l'histoire, mais faites vraiment l'effort de vous plonger dans le livre, de vous accrocher, et franchement, il mérite vraiment en tout cas qu'on s'attarde sur son cas malgré tout, parce qu'il est vraiment très bon. Et le dernier livre que j'ai lu pour le mois d'août et que j'ai même fini les 50 dernières pages au mois de septembre, le 1er septembre, mais c'est pas grave, on le compte quand même pour le mois d'août, c'est le tome 2 du Nombre sur l'univers, Naissance d'une hybride de Gwendoline Cachia aux éditions Nouvelle Plume. C'est un tome 2 de science-fiction. On suit deux personnages principaux, Meliana, qui est une ombre au service de l'ordre, et l'ordre est une organisation un peu intergalactique qui lutte pour la paix. Et on suit Neville, qui est commandant de vaisseau spatial et qui remplit diverses missions pour la Terre. Et évidemment, ces deux personnages-là vont se rencontrer. Il y a un danger qui plane sur l'univers. Tout le but du roman va être de déjouer cette menace, etc. etc. Je t'avais déjà mis mon avis sur le tome 1, je crois, en vidéo, puisque je l'ai lu l'année dernière, donc tu dois l'avoir quelque part. J'essaierai de te retrouver la vidéo et je te la mettrai en barre d'infos. Et donc j'ai lu le tome 2 là, qui est sorti fin du printemps, début d'été il me semble, et c'était vraiment super bien, encore une fois. Ici, il y a vraiment beaucoup plus un côté psychologique
parce qu'ils se retrouvent un peu dans une situation très compliquée. Et le fait de vraiment s'attarder sur la psychologie des personnages, sur leurs émotions, sur leurs sentiments, est très bien fait déjà et permet aussi de mieux comprendre du coup ce qui se passe. Parce que je pense que si on n'avait pas eu tous ces éléments psychologiques là, on aurait eu du mal à comprendre toutes leurs réflexions, à comprendre le cheminement de pensée des personnages et je pense que sans ça, on aurait eu du mal à comprendre les choix des personnages. Mais là vraiment déjà il est beaucoup plus gros que le premier et vraiment l'autrice Gwendoline a vraiment choisi de s'attarder là-dessus et je trouve que c'est vraiment très bien fait, ça apporte vraiment quelque chose. Le rythme est assez différent du premier tome mais ça reste quand même très fluide à lire. Elle a une plume vraiment très agréable, très fluide, ça coule tout seul et on lit le roman vraiment mais c'est très agréable, ça se lit tout seul et l'univers est toujours très sympa et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on a Evali qui arrive aussi dans... C'est un nouveau personnage et j'ai adoré ce personnage-là qui est vraiment adorable. Et par contre la fin c'est pas possible. La dernière page, c'est pas possible. Moi non, je suis pas d'accord qu'on nous arrête, qu'on nous arrête un roman comme ça, c'est juste pas possible. Donc du coup j'ai encore plus envie d'avoir le tome 3, surtout qu'on a encore plein de questions en suspens, il y a même des questions qui se rajoutent dans ce tome 2, enfin c'est vraiment super bien, j'ai vraiment adoré ce tome 2, j'ai passé un super moment de lecture et encore une fois, nouvelle plume dans ces parutions SFFF. C'est vraiment juste des pépites et j'adore et je suis trop contente de l'avoir lu et maintenant je vais attendre le tome 3 avec une grande impatience. Et donc voilà pour mon point lecture d'août. Je suis assez contente parce que dans l'ensemble j'ai quand même fait de bonnes lectures, je n'ai pas eu de déception. Même s'il y a eu évidemment des livres que j'ai plus ou moins aimés que d'autres. Mais en tout cas, je suis très contente de ce mois d'août. Et n'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, quelles ont été tes lectures d'août et quels ont été tes derniers coups de cœur aussi. Parce que moi, ça fait un petit moment là que j'ai pas eu de coup de cœur. Mais bon, bah ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc, je vais te laisser là. N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi, je te fais des bisous et à très bientôt.